Salut à tous, bienvenue sur l'entrepreneur lifestyle Thierry #Henry, épisode 70. Aujourd'hui, on va parler donc d'e-commerce et plus précisément donc d'impression à la demande. Tu as dû entendre donc le terme POD, Print on Demand. Donc j'ai un expert français qui est aussi un expert SEO, je l'ai su un peu après. Donc on va parler un peu des SEO, mais vraiment un petit peu. Donc avec un expert qui va nous parler donc de sa société qui permet donc d'imprimer donc des t-shirts assez rapidement et efficacement, enfin de qualité. Donc je te dis tout après avoir remercié les sponsors. Dropeasy, c'est l'e-commerce pour tous sans les soucis de l'e-commerce classique. Plus besoin d'avoir du stock ou de faire des colis. Tu n'as qu'à choisir les produits, les mettre en valeur sur ta boutique Dropeasy et encaisser l'argent. Même si tu n'y connais rien en e-commerce ou en marketing, pas de souci, Dropeasy a été créé pour que tu puisses te lancer rapidement et facilement. Lance-toi dans le dropshipping de qualité avec Dropeasy. Ils ont des partenariats avec des fournisseurs européens et des produits de grande qualité. C'est pour cela qu'ils t'offrent une formation complète. Il te suffit de tester gratuitement pendant 14 jours aujourd'hui avec le lien suivant: thierry-du6henry.fr/dropeasy. thierry-du6henry.fr/dropeasy. Donc, je reçois Elliot Bobier, donc de la société Dropshiprint, qui permet en fin de compte, comme il l'a indiqué avant, donc de faire du business. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va précisément, donc, voilà, pour aller dans le vif du sujet, parler donc des influenceurs. Donc comment en tant qu'influenceur, cette personne qui a une communauté, comment donc elle peut donc gagner de l'argent, quelquefois très bien, quelquefois un peu moins bien, parce que ça dépend de l'audience et donc de l'engagement, ce qu'on va préciser dans l'épisode. Comment donc elle peut donc monétiser cette audience, sa communauté, et donc devenir influenceur, parce que souvent par habitude on pense à faire du dropshipping ou donc de l'affiliation, mais les gens ne pensent pas au POD. Donc il va tout nous dire, mais avant ça, donc je vais juste te rappeler donc de commenter, de partager donc l'épisode, de mettre un pouce si tu es sur YouTube, et donc de mettre des étoiles sur iTunes pour aider donc le podcast. Et je rappelle pour ceux donc qui n'ont pas écouté les derniers épisodes, donc on fait un événement donc cette année, donc un séminaire le 27 mai. Donc je te mets donc le lien dans le show note, ou sinon tu peux aller sur thierry-du6henry.fr/séminaire sans S -du6 lifestyles -du6 2020. Donc voilà. Je te dis à tout de suite avec Elliot. Salut Elliot, comment tu vas? Salut Thierry, bah nickel. Et toi? Oui, très bien, il fait beau, magnifique. On est Bon, en plein hiver, mais il y a le soleil, donc on est content. on a eu 20 degrés ce week-end en plein hiver. Oui, mais toi, ce que tu dis pas, c'est que c'est dans le sud. Ah non, moi je suis genre dans le sud de Paris, ouais, si tu veux le sud. Et on est quand même au nord-nord. Genre Ah au d'accord, nord, on est bon. au centre. Donc on est à côté, on a parlé pendant une heure. Là et tout à l'heure, je savais même pas que tu étais à côté de moi. D'accord. Ah si, on est peut-être 200 bornes, à peine. Moi, je suis dans l'Essonne, hein. Ouais, ah bah à l'Essonne, on est encore plus près de l'Essonne du coup. D'accord, ok, bon. On Allez, est, on raconte notre vie, désolé pour ceux qui écoutent. Je te laisse te présenter, Elliot, et puis on va partir donc sur comment monétiser donc quand on est influenceur ou blogueur ou une marque ou graphiste, ses connaissances, son contenu, sa personnalité avec donc le print on demand. Exactement. Donc bah déjà bonjour à tous, merci de nous écouter. Elliot Bobier, donc je suis consultant SEO à la base depuis à peu près une dizaine d'années. J'ai fait du e-commerce dès que je me suis quasiment lancé pour comprendre comment fonctionnait Google ou les moteurs de recherche. Je suis associé avec deux développeurs. Donc, on a créé une agence web qui s'appelle Pub and Drive, qui est à Orléans. Donc voilà, dans la foulée, il y a 10-11 ans, on va dire. Euh, Par la force des choses, on s'est trouvé à bosser pour un client dans l'imprimerie. En fait, on a développé un système complètement automatisé de gestion de production dans l'imprimerie. À côté de ça, j'ai lancé il y a 6-7 ans des business dans l'impression, justement, puisqu'on avait le fournisseur, on avait tout. Et en voyant que le POD commençait à prendre, on va dire, de la hauteur, on a lancé Dropshiprint l'année dernière, où là, c'est carrément une plateforme où tout le monde peut venir commander dessus et tout le monde peut lancer ses impressions. Et nous, on est capable de livrer votre client. Donc ça, c'est pour la partie business POD. Et à côté de ça, je fais des conférences SEO. J'organise le SEO by Night chaque année à Orléans et à Bordeaux. Donc il y a un événement où il y a 6-7 conférences dans la journée sur le digital. Et on a créé en parallèle un produit qui s'appelle la Box Digital, où c'est de l'accompagnement mensuel avec chaque mois des experts qui viennent vous parler d'un sujet précis, et vous avez une formation en fait sur une thématique donnée. Donc ça peut être le e-commerce, le SEO, l'AdWords, voilà, pour mes Ok. actualités.
Bon, bah, c'est une bonne présentation parce qu'en général, les gens sont un peu timides, ils disent pas tout. Donc là, on sait, tu as plein de petits business, même si aujourd'hui, on est parti donc, pour parler donc, de print on demand et de dropship print. Euh, donc, donc, ta plateforme existe depuis un an, ça, tu m'as dit? Alors, le service, en fait, lui, existe depuis 5-6 ans. Oui, L'imprimerie en tant que telle, elle a 43 ans. d'accord. On va fêter les 45 ans dans quasiment 2 ans. Et le service, lui, rendu dispo à tout le monde, il a un an, D'accord, donc en fin novembre de compte, dernier tu es, en fait. t'es un vrai imprimeur qui a juste shifté, comme tu disais, tu l'as dit, mais c'était pas très clair pour moi, donc peut-être pas pour les autres. Pardon. Donc, est-ce que non, que je l'ai vu sur Internet que tu as eu plus de 40 ans, je me dis, mais est-ce que c'est vrai? Mais en fin de compte, j'ai compris, ouais, tu étais vraiment un ancien imprimeur, donc comme quoi, ça reste le même métier, quoi. On met juste au lieu d'un papier, on met un t-shirt, c'est fini, quoi. Il y a les éléments dessus. Oui, alors on est imprimeur textile. L'entreprise en tant que telle a été fondée il y a 43 ans. Moi, j'ai 33 et quelques, donc c'est pas moi qui ai fondé. Mais Mhm. en fait, nous on a développé par nos compétences dans le digital vraiment la partie web to print D'accord. de cette imprimerie. Donc l'imprimerie, elle est connue sous le nom de Brodelec. Vous connaissez peut-être, s'il y a des gens qui sont dans le métier, c'est connu et archi connu. C'est l'un des plus gros parcs machines européens et le deuxième parc machine français en Mhm. impression numérique textile, bien entendu, parce qu'il y a d'autres gens qui font du papier ou du flyer qui sont bien plus gros que nous. En fait, voilà, on est imprimeur et on a développé une branche spécifique sur le digital pour se concentrer aux problématiques du web, parce que il y a quelques années, c'est quelqu'un qui vient au comptoir avec une clé USB et qui veut imprimer. C'est son t-shirt ou c'est quelques t-shirts. Aujourd'hui, c'est un e-commerçant qui est sur son site internet et qui veut relier son Shopify en automatique pour faire du business en ligne, quoi. Donc D'accord, là, ok. les éléments ont évolué, la technologie de l'impression numérique aussi. Donc, il faut qu'au milieu, le connecteur web, il évolue aussi, quoi. Et donc, c'est ce que qu'on précisait en off. Donc, comme ça, les gens ont compris, parce que j'ai déjà fait un interview l'année dernière avec Sébastien Cerise. Donc, là, on va pas vraiment parler du guide de comment faire du print on demand, même si donc, je mettrai le lien vers ta formation. Tu as une formation pour débutants Oui, que tu fais, qui est pas mal. Donc oui, en fin de compte, voilà, toi, vous êtes vraiment un partenaire, un intermédiaire et pas une plateforme comme Teasly ou d'autres où vraiment les gens mettent leur design dessus et toi, tu fais le travail de vente. Toi, tu es vraiment le partenaire où les gens ont déjà donc, leur design et leur shop, s'ils l'ont, à part ceux qui veulent vraiment rester sur chez toi. Et toi, tu mhm. fais juste la production et tu livres. Ouais, c'est ça. Nous, on est un imprimeur et on peut livrer vos clients en marque blanche. La seule D'accord. chose, c'est qu'on s'est donné une image digitale en créant une nouvelle marque qui s'appelle Dropshiprint pour se dire, voilà, si vous cherchez, parce que aujourd'hui, un e-commerçant, il va chercher print on demand sur Google, tu vois, print on demand France, fournisseur, print on demand. Et les gens vont pas forcément aller taper imprimeur. Parce que demain, tu vas voir un imprimeur textile, 90% ne sont pas digitalisés. C'est-à-dire que tu vas dire, bah, D'accord. comment je t'envoie les commandes? Alors, bah, pour m'envoyer les commandes, tu me fais un Dropbox avec un email, tu vois, c'est ingérable et c'est pas automatisable. Nous, on a créé un écosystème, en fait, une porte d'entrée où bah, tu nous shootes la commande, tu peux nous shooter la commande en automatique. Euh, on parlera un petit peu de l'historique. Là, on est en train de se connecter à un très grand nombre de CMS et de marketplaces du marché, donc c'est-à-dire de systèmes comme WordPress, PrestaShop, Shopify, ou des marketplaces comme Amazon. Mais en fait, l'idée, c'est de pouvoir passer une commande en automatique sans avoir un système manuel, tu sais, de fichiers Excel, de passer par FTP, de glisser, déposer, quoi. Bon, ben, C'est vraiment de l'automatique, quoi. tu es sur le bon podcast, on aime bien tout ce qui est automatisé. Donc là, on va partir dans le vif du sujet. On a fait un peu de promo, un peu de pub et un peu d'explication pour que ce soit clair. Donc, tu vas nous parler donc des influenceurs, parce que c'est vrai que souvent, quand on est influenceur ou blogueur, quand on a une plateforme, quelque chose où on veut se rémunérer en ligne, ce qui est bien, c'est de créer une communauté, ça c'est très bien. Parce que des fois, les gens, ils font dans l'autre sens. Ils vont s'inscrire sur une plateforme, mais ils n'ont pas de communauté. Donc là, Ouais. on va plutôt parler à ceux qui ont une communauté ou qui ont un talent, comme les graphistes, donc pour pouvoir ensuite monétiser avec le print on demand, parce que soit on a le dropshipping, c'est un peu à part, même si en plus ça évolue, donc c'est un peu différent. On peut le faire avec l'affiliation, comme moi Ouais. je fais. Il y a différentes façons de faire, mais là, donc toi, tu vas me dire que le print on demand, on peut le faire de façon différente et plus intelligente. Et donc, des fois, ce sera peut-être plus simple que de faire du dropshipping, par exemple. Même si ça Ouais, l'est, c'est mais ça. différemment. Alors, Voilà. alors ouais, je dis différent, pas forcément plus intelligent parce que les dropshippers vont tomber dessus. Mais non, non, c'est autre chose. En fait, donc voilà, on va se placer dans le cas d'un influenceur ou de quelqu'un qui a une communauté. Donc, tu vois, ça peut être un YouTuber, on en a plusieurs qui passent commande chez nous. Ça peut être un blogueur. Tu vois, j'ai un client, par exemple, le mec est fan de vélo. Il a un partenariat avec toutes les marques. Il reçoit tous les mois des trucs de fou sur les vélos.
Donc, un vélo à brancher sur ta télé pour t'entraîner, tu vois, mais un vrai vélo comme pour faire le Tour de France, tu vois, ou comme si tu pédalais dehors. Tu connectes le pédalier à un truc numérique et en fait, tu peux t'entraîner sur l'étape du Tour de France, par exemple. Il reçoit des gourdes, il reçoit des maillots, des choses comme ça. Et lui, il a un blog. Donc, c'est-à-dire qu'il a du visiteur, il génère du traffic. Alors, l'affiliation, c'est bien, c'est tu vas mettre ton lien d'affil sur une petite pub ou dans ton texte et tu vas toucher. Alors, pour Amazon, c'est quelques centimes. Des fois, sur d'autres produits, Ah, ça peut être. on parle pas d'Amazon, hein. C'est pour de l'affiliation, ça n'a pas de sens. Donc voilà, on change de sujet. Ok. Je sais pas, n'importe quel vendeur en ligne qui va te dire, voilà, moi, si tu m'amènes du trafic, je te rémunère un petit peu. Mais les commissions sont quand même assez faibles. Et en plus, vous créez pas de fichier client, en fait. C'est un lien, vous envoyez le visiteur vers ce partenaire, vers ce e-commerçant. Lui vous rémunère, mais vous savez pas si le client a acheté, vous savez pas qui c'est. Nan, nan. Si, on le sait, mais bon, on va pas vraiment parler de ça parce que sinon on va partir longtemps. Mais je comprends ce que Ouais, tu veux dire. C'est que voilà. l'affilié de base qui n'a pas la technique va juste envoyer sans récupérer le mail, même si on peut le faire parce qu'on peut mettre une page entre les deux. Ah oui, oui, tu peux. Ouais. Ça limite en fin de compte la conversion parce que ben, mais au moins on récupère le mail. Ou sinon, en fin de compte, on prend un produit qui a grosse marge. C'est-à-dire qu'on ne prend pas des produits qui vendent. Comme je dis, quand on est affilié, il faut vendre des produits où il y a 30 à 50 euros donc de commission pure Ouais, ouais. et pas des produits où on gagne. C'est pour ça que j'ai dit que l'affiliation Amazon, ça n'a pas de sens, même si il y en a qui le font haut de gamme, donc je ne vais pas juger parce qu'il y en a qui savent très bien le faire. Mais Ouais, c'est vrai que donc, oh, l'affiliation de base, la personne gagne 2, 3 euros, 5 euros, 10 euros ouais, et c'est ça. avec ça, tu vas gagner, oui, tu vas prendre plus de temps à gagner ta vie. Et C'est que ça. donc toi, tu me dis donc par rapport donc à la personne qui fait le vélo, donc c'est plutôt de vendre donc des t-shirts et d'autres éléments qui sont liés à ça. C'est ça, voilà, c'est de se dire, bah, il a une communauté, il peut tout à fait développer une ligne de vêtements. Donc là, on est en train de parler d'une vraie marque, hein. C'est pas un produit pris à droite à gauche comme en dropshipping, tu sais, où tu as la marque du fabricant quasiment dessus. Le client final, il reçoit un t-shirt avec le visuel ou un sweat, tu vois, ou n'importe quel sac ou une casquette. Il reçoit ça avec le visuel de notre ami blogueur. Et en fait, tu peux vraiment créer une collection, vraiment créer tes propres produits et tu vas fidéliser ton audience autour de cette marque de vêtements. Tu as des activités où ça s'y prête plus ou moins. Par exemple, pour des youtubeurs, c'est ce qu'on appelle le merchandising. C'est un peu comme dans les groupes de musique, quoi. C'est les produits dérivés. Ça te permet vraiment quand tu as une audience qui t'est fidèle, de générer en fait de la marge, de générer des revenus avec ta propre marque, quoi. Ça tombe bien que tu dis ça, parce que là, j'ai deux exemples. Parce que là, tu parles de merch. Donc, ceux qui connaissent, j'ai souvent fait des articles sur merch by Amazon. Mais c'est vrai que, Mhm. comme tu dis, c'est le merch, c'est le terme anglo-saxon. Sur YouTube, est-ce que tu as prévu, toi, de faire un partenariat avec un YouTube? Parce que YouTube a un partenariat déjà avec un grand, je crois que c'est Teasly ou un autre, j'ai oublié le. Ouais. Et les gens qui ont plus de 10 000 abonnés, avant c'était 100 000, maintenant c'est 10 000, je crois. Et donc, ils ont leur t-shirt en dessous directement dans leur chaîne YouTube, sur leur chaîne Ouais, YouTube. alors c'est un des freins qu'on a aussi à se développer avec les youtubeurs parce qu'il y a ça qui est déjà en place. Mhm. On a amorcé des discussions, mais c'est super compliqué parce aux yeux de YouTube ou de ces acteurs-là, on est microscopique, quoi. Oui, mais donc toi, tu pourrais le faire, donc ça tombe bien que tu parles de Ouais. ça, avec ceux qui sont en dessous de 10 000 alors. Mais il faudrait contacter tous les youtubeurs ou leur dire. Alors on a déjà des démarches avec. Alors il y a un truc avec les youtubeurs moins de 10 000, c'est que le merch est connu par les youtubeurs qui sont gérés en fait par des agences. D'accord. Là, c'est connu. Donc, on en a plusieurs. Je ne peux pas les citer parce qu'il y a des histoires de contrats, de licence et tout. C'est assez compliqué. Mais sur des youtubeurs voilà, à moins de 10, 50 000 ou même 100 000, le merch n'est pas du tout connu. Ils se disent, on est trop petit pour faire ça. Et c'est pas non plus super connu de se dire que bah, sans trop de compétences, sans être imprimeur, tu vas pouvoir lancer ta marque de vêtements. Tu vois, tout de suite, les youtubeurs, ils se disent, attends, il va falloir que j'ai une imprimante, ou il va falloir que je trouve un Oui, imprimeur, comment je vais passer les ils ont commandes. pas le mindset de l'entrepreneur où ils pensent pas encore à le faire, quoi. Il Voilà. faut. Donc, D'accord. on démarche. Les démarches, évidemment, c'est très long et très compliqué, donc c'est petit à petit. Mais on a des bonnes touches, on a des gens qui pigent le truc, qui se disent, bon, bah, je me lance. Et puis, à partir du moment où tu te lances, c'est aussi long, quoi. Il faut créer ta gamme de visuels, il faut créer tes mock-ups, il faut commencer à parler à ton audience que tu vas faire ça. Mais ouais, je dirais pour les youtubeurs, c'est vraiment le produit l'activité qui s'adapte parfaitement à leur métier. Mais moi, j'ai eu le cas aussi parce que donc là, c'était la deuxième question et on en a parlé en off. Parce que moi, il y a l'année dernière, j'ai eu une personne qui m'a contacté, qui a dû voir des vidéos d'affiliation et aussi qui a dû voir une vidéo que j'ai fait sur France 24 ou Slash, enfin, j'ai oublié une chaîne là, Mhm. où je parlais un peu de contenu, de comment monétiser. Et il est vrai que
il est vrai qu'en général, donc, les gens pensent toujours au dropshipping comme c'est à la mode. Donc, les gens ils veulent tous faire le dropshipping, mais il y a quand même des compétences à avoir. En plus, le dropshipping a évolué. Donc, il faut vraiment même créer une marque, être plus technique qu'avant. On en sait tout et n'importe quoi. Les gens sont plutôt mieux éduqués par rapport au dropshipping. Voilà. Il faut faire un sourcing. On peut faire l'affiliation. Donc, après, ça dépend donc, de ce qu'on a envie de faire. Mais moi, cette personne qui m'a appelé, elle insistait. Elle avait, je crois, 400 000 abonnés sur Instagram. Je lui disais, mais j'ai regardé sa page. Je me suis dit, mais pourquoi tu mets. C'est plus simple. Parce que pour moi, en compte, par rapport à ce que tu as dit, pour moi, le POD, c'est un mélange d'e-commerce et d'affiliation. Ça lie les deux. Alors, c'est un lien que tu mets quand tu as un contenu, tu mets un lien, ben ça reste de l'affiliation. Les gens vont cliquer, ils vont aller acheter. Donc, il n'y a pas de grande différence. Ça se rapproche dans la simplicité, on va dire. Ouais. Et comme la plateforme fait tout le boulot, ben c'est pareil. Voilà. À part, comme tu dis, on peut récupérer les coordonnées, donc c'est un peu différent. Et donc, cette personne-là, je lui ai dit, mais elle insiste, elle me dit, je vais faire du dropshipping. Je lui ai fait, OK, d'accord. Mais pour moi, c'est pas logique par rapport à ton audience, par rapport à ta niche. C'est plus simple de faire des t-shirts, des mugs, même si, bon, je crois que toi, tu l'as dit une fois, 80% du POD, c'est plutôt les t-shirts et les hoodies, enfin Ouais, les capuches. clairement. Mais certains arrivent à vendre les tasses et autre chose. Donc, pour moi, quand elle demandait un coaching, je dis ça n'a pas de sens de faire ni d'affiliation, ni du dropshipping. Des fois, il y a des audiences et des plateformes qui sont liées au POD. Donc, il ne faut pas s'embrouiller. Fais ça. Après, bon, je n'ai pas une nouvelle, mais je pense qu'elle l'a fait. Voilà. Ouais. Donc, est-ce que donc, en sortant de YouTube, est-ce que donc toi, il y a d'autres plateformes, d'autres types d'influenceurs qui peuvent le faire? Bah, tout ce qui va être, alors c'est un peu en perte de vitesse sur Facebook, mais plutôt le Facebook, Instagram ou n'importe quelle autre communauté. Je sais pas, un streamer qui est actif sur Twitch et sur, par exemple, Twitter, il peut tout à fait pusher sa boutique sur sa communauté. Si tu veux, ça devient plus qu'un outil, quoi. Euh, que tu sois streamer, YouTuber ou autre, bon, tu es sur une plateforme ou un outil, tu vas juste t'en servir pour pusher à ta communauté tes visuels, mais on peut vraiment tout imaginer. Hein. On peut imaginer aussi là, on sort un peu de la sphère e-commerce, mais on a aussi des créatrices, des gens qui font bah, tu sais, le samedi ou le dimanche, elles vont faire des foires, des salons. Mhm. Elles proposent leur site web en disant voilà, moi, elle amène un petit échantillonnage de ses produits, elle peut en vendre sur place, puis elle dit aux gens dans chaque sac, met un petit flyer, allez aussi sur mon site web si vous un jour, si vous voulez retrouver mes créations plus tard. Quoi. D'accord. Donc, tu vois, c'est vraiment large. Quoi. Et donc, ça associe aussi une façon de tester ceux qui veulent se lancer, par exemple, dans la mode et Mm. dans tout ce qui est. Ils peuvent se lancer sans prendre de risques et ensuite passer par un système différent. C'est-à-dire qu'ils commencent en POD et puis s'ils voient que ça marche, soit ils restent en POD et ils développent avec un partenaire ou deux, ou Mhm. sinon, en fin de compte, ensuite, ils passent par la création classique, on va dire. Ils peuvent tester le marché. Ouais, c'est ça. Ça permet, disons que l'intérêt du POD, c'est que vous ne gérez pas l'impression et vous ne gérez pas de stock. En fait, vous nous passez la commande au moment, comme en dropshipping, en fait, au moment où vous l'avez. Donc, si vous n'avez pas de commande, ça vous coûte zéro. Si vous avez une commande, vous payez votre fournisseur pour l'impression et la fourniture du textile. Donc déjà, le risque, il est vraiment, vraiment limité. C'est du temps, c'est de la création des visuels. Ça peut s'acheter. D'ailleurs, pour la plupart des cas, ça s'achète. Donc, il y a ce coût-là. Mais une fois qu'on a ça, il n'y a pas d'autres dépenses. Et après, alors nous, on imprime aussi du textile. Là, c'est plutôt par 10 mètres. Mais on a aussi des créatrices qui font, par exemple, des robes ou qui vont coudre, tu vois, qui vont nous acheter 20 ou 30 mètres de textile et qui vont faire leur robe avec. Ou des D'accord. tuniques, ou des jupes, ou des foulards, des mouchoirs. Tu vois, il y a un peu de tout. Mais c'est des personnes qui ont aussi qui peuvent parfois avoir la double activité. C'est des t-shirts, entre guillemets, standards, et à côté des vraies créations, ou vont, par exemple, vendre sur Etsy et coudre à la main et vendre leur robe sur mesure sur Etsy, quoi. Oui, donc elles font un mélange en fin de compte de monétisation, d'activation. Exactement. Parce que c'est vrai qu'on en a parlé, mais bon, pour ceux qui l'ont compris, parce qu'on parle à tout le monde, en débutant et pas débutant, même un blog ou même une chaîne YouTube, on peut le faire, un mélange de monétisation. Une partie dropshipping, une partie PED, une partie affiliation, et puis voilà, il n'y a pas de. C'est même conseillé, tu mets pas tous tes œufs dans le même panier et puis tu t'essayes entre guillemets, de te rémunérer sur les différents aspects, quoi. En parlant donc tout à l'heure, tu parlais du salon, parce que moi j'ai mon séminaire dans quelques mois, dans 3 mois pour être précis. Est-ce que donc tu en as qui font ça des fois, qui font des t-shirts spécialement pour un événement et qui Oui, vendent sur l'événement? Ouais, oui. mais dans ces cas-là, en fin de compte, il faut précommander. Alors, on a mis récemment, il y a 2-3 mois qu'on l'a fait, on a mis en place des prix dégressifs où en fait on a un prix pour imprimer un t-shirt, c'est 80% ou 90% de notre activité, mais on a aussi quelqu'un qui va vouloir 20 ou 30 ou 50 t-shirts pour un event. Des fois, ça peut être plus gros, mais c'est rare. En fait, les gens qui vont chercher les t-shirts pour des événements, ils vont plutôt taper imprimeur
tu vois, imprimeur textile ou directement aller voir les fournisseurs, les fabricants, qui eux vont les renvoyer vers des imprimeurs. Donc en fait, D'accord. comme aujourd'hui on n'est pas positionné sur ce marché, on a moins de demandes, mais on peut tout à fait aussi imprimer 200 t-shirts pour un event. D'accord. Donc là, on a parlé un peu d'Instagram, de Facebook, de YouTube. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que tu connais dans tes clients qui monétisent d'une façon différente avec le POD? Non, globalement, c'est soit de l'e-commerçant, des personnes qui sont graphistes. Oui, Alors en fait, il y a vraiment deux typologies. Il y a les gens qui ont déjà l'audience et des gens qui n'ont pas l'audience. Quand tu as déjà l'audience, c'est le cas d'un influenceur, clairement, ou d'un blogueur, qui lui est dans une démarche de bon, bah maintenant j'ai 500 visiteurs jour ou même une centaine de visiteurs par jour. Comment je monétise? Tu vois, là, j'avais le cas d'une personne qui a une page Facebook. Il a, je crois, 50 ou 60 000 fans, je crois, dessus. Et il posait la question sur un groupe justement, il s'est retrouvé sur un groupe de youtubeurs sur Facebook. Il disait, mais comment vous gagnez votre vie, quoi? Et il y a plein de gens qui disaient, mais attends, tu as une page de folie, tu as des engagements de folie et tu vends rien. Donc il s'est dit, bah voilà, je vais créer des visuels sur la thématique. Donc ça, c'est les gens qui ont l'audience. Et des gens qui n'ont pas l'audience, c'est typiquement un e-commerçant qui est plutôt dans la catégorie, tu sais, dropshipper, qui se dit, je veux lancer un petit business en ligne, je vais essayer. Il y a des gens qui ont l'air de gagner leur vie avec le e-commerce. C'est comment je génère du trafic sur mon site. Et ça, c'est plutôt des gens e-commerçants ou des graphistes euh, qui, d'accord. qui créent des visuels, tu vois, parce qu'ils ont un vrai don, ils sont vraiment, ils ont vraiment un savoir-faire dans la création graphique et ils se disent, bah, autant que je gagne de l'argent avec mon savoir-faire et puis ma passion, quoi. Mais en parlant de création de graphiste, tu n'as Hmm. pas parlé, en fin de compte, c'est pour ça que je t'ai un peu j'ai tendu la perche, mais bon, c'était la même chose. Pinterest, est-ce qu'une personne qui a une grosse audience et qui a beaucoup de tableaux et qui a, je sais pas, 1 million de vues sur Pinterest, peut générer, faire un shop par rapport à ça? Alors moi, j'en ai pas ou j'en ai pas vu. Peut-être qu'il y en a et je sais pas qui vendent sur Pinterest. Mhm. Clairement, ça se fait, hein. C'est un des canaux comme un Twitter, un Facebook ou autre, et c'est de l'image, donc c'est tout à fait adapté à vendre du, genre à passer par le POD si tu veux sur ce genre de plateforme. C'est d'ailleurs un super moyen pour sourcer des visuels. Ben, c'est ça, je te dis ça parce qu'en général, c'est la base même. Moi, quand je conseillais, parce que je fais moins de coaching en print on demande, mais voilà, c'est une base. Quand on fait du print on demande, en général, c'est les bases visuelles. Donc, c'est Instagram et Pinterest. Et Pinterest, il n'y a que ça. Quand on Ouais, veut, pas copier, mais bon, quand on veut s'inspirer, ben, on va sur Pinterest et on a un ensemble de visuels. Et on sait que c'est en général, en plus, c'est une communauté, même si ça change un peu, qui est très féminine. Ça est en train de changer, mais c'est très féminine. Donc, automatiquement, ben, voilà, elles ont la carte en main. Et j'ai même fait une enquête et un article il y a 2 ans qui indiquait que sur les différentes plateformes, c'est là où les gens ont le plus de panier moyen, ont le plus d'argent, c'est sur Pinterest. d'accord. Ok. Voilà. Mais bon, Bah, je ne sais pas si ça a changé entre-temps. Voilà. je ne l'ai pas creusé depuis un bout de temps, Pinterest. Alors, effectivement, je m'en servais pour sourcer des visuels. J'en ai pas entendu parler, nous, parmi nos clients. Il doit certainement y en avoir qui vendent dessus. Euh, mais je- j'en ai pas entendu parler depuis un bout de temps, effectivement. Alors, est-ce que c'est plutôt des créatifs qui veulent passer par une plateforme et qui veulent pas s'embêter avec un site e-commerce? Tu vois, c'est un peu le truc des fois des graphistes. C'est qu'ils monter un site e-commerce, c'est long. Genre, c'est long. Ça prend un peu de temps quand même. Il faut quand même quelques compétences. Ça se fait pas comme ça. Donc, je sais que les gens qui sont un peu graphistes ou autres, ils veulent se simplifier la vie et se prendre des outils un peu tout faits, quoi. Bah, surtout qu'en général, les graphistes, et c'est ce que je disais avec l'entretien que j'ai eu avec Sébastien Cerise, il y en a souvent qui sont pas trop commerçants, on va dire, et qui vont Mm. sur les plateformes dont on a parlé avant, il y en a plein, où ils sont pas vraiment maîtres de ce qu'ils font, ils mettent juste les mock-ups ou en fin de Ouais, compte, les designs, c'est fini. Et donc, des fois, ils sont pas rémunérés, des fois, ils le sont, enfin, et des fois, ils se font piquer leur leur, visuel. leur visuel, et qu'en général, si on le fait en e-commerçant, on a une plus grosse marge. Ouais. Surtout bah, j'écoutais dernièrement un podcast anglo-saxon où bon, allez, mais lui, c'est un grand dropshipper, un grand dropshipper, mais aussi, enfin, il fait tout type d'e-commerce, et il disait en fin de compte qu'il avait viré tous ses designs et qu'il avait fait un truc qui était grave. Il mettait des t-shirts à plus de 30 euros, ce qui en général n'est pas conseillé. On est plutôt en général Ouais. autour des 20. Il faisait exprès et il avait donc ses hoodies quasiment à plus de 50 euros. Et il disait il avait donc bien sûr une baisse de trafic, une baisse donc de clients, mais vu qu'il faisait une plus grosse marge, et comme c'était un grand, enfin voilà, lui c'est un ancien du SEO, donc il avait deux, trois sites qui marchaient très bien. Il Mhm. faisait un peu d'FBA, il faisait un ensemble, et dessus il avait la partie PED. Il faisait, bon, il faisait plus de 6 chiffres, hein, c'est vraiment quelqu'un qui est costaud dans le domaine, qui a plus de 20 ans de métier.
Et parce qu'il a augmenté les prix, il a arrêté en fin de compte. Comme dans tous les cas, il sait qu'il va se faire copier. Il faisait quasiment des designs tous les trimestres. Il mettait des prix très chers. Il avait donc des partenaires qui faisaient donc des produits de qualité, hein, comme Dropshiprint. Et puis indirectement, voilà, il a arrêté de se mettre au même niveau que tous les autres personnes qui font du POD. Et comme tu le sais, parce qu'on est dans le marketing et dans l'e-commerce, la value, donc, pourtant c'était le même produit, mais la valeur et le côté SEO, le côté marque, faisait que les gens achetaient. Parce qu'en fin de compte, c'était le fait qu'il soit plus cher, les gens le percevaient comme un produit de meilleure qualité. En fin de compte, c'était le même produit que le nôtre. Mais bon, après, c'est plus du marketing. Mais voilà, comme quoi, quand on est influenceur et qu'on a par exemple une audience de 200 000, 300 000 sur YouTube ou sur Instagram, on peut arrêter donc de se mettre dans la niche très très bas. On fait donc des beaux designs, on fait un marketing auto et on vend les produits avec des plus grosses marges. Ouais, là les youtubeurs dont je parle, c'est des hoodies à plus de 60 euros. Voilà, tout Voilà. à fait. Alors après, attention, le produit, il est marqué devant, derrière, il y a un marquage sur la capuche, il est un peu travaillé, tu vois. Donc, c'est pas le suite de base qui te coûte 13 ou 14 euros, par exemple, à imprimer. Il est un peu plus cher, mais la marge est quand même sympa, quoi. Et ça se vend. Et dans tous les cas, quand c'est comme ça, quand tu connais la stratégie, c'est très bien que tu vas vendre moins, mais tu vas vendre vraiment à des vrais fans. Parce que là, c'est plutôt des fans, hein, que les gens, parce que lui, il avait déjà une clientèle qui a acheté à un prix. Ils ont même demandé, mais pourquoi les prix ont augmenté? Ouais. Certains sont partis et d'autres sont restés. Donc après, c'est vraiment des fans. C'est des gens qui veulent acheter parce qu'ils veulent aussi appartenir à un groupe, entre parenthèses. Soit on n'a pas parlé, mais c'est vrai que des fois, avant, tu parlais des vélos, les gens veulent appartenir à un groupe, à une communauté, donc à payer le prix pour dire voilà, moi j'ai le t-shirt de la personne qui fait du vélo, qui fait je ne sais pas quoi. Donc il faut malheureusement ou heureusement en jouer, c'est du commerce. Voilà. Après, on n'est pas là pour juger. Ouais, c'est le côté grégaire pour avoir le sentiment d'appartenir ou comme Apple. Hein. Apple, bon, ils ont une technologie qui est des fois plus évoluée, des fois la même chose qu'un Android, mais ils ont une vraie communauté de fans qui ne voient que par Apple. Tout à fait. Voilà, donc il faut avoir cet esprit des grands groupes et faire la même chose. Donc, on va parler un peu donc, d'influence. Donc, quel conseil toi tu donnerais donc, parce que par logiquement, pour être influenceur, il faut déjà avoir une communauté. Oui. Donc, quelqu'un qui veut donc se lancer donc, demain en POD, pour toi, c'est quoi une communauté? C'est 500 personnes, 1000 personnes? À quel moment tu penses qu'on peut avoir bien gagné en POD en ayant une communauté? Alors, si tu veux, il y a les côtés engagement. C'est-à-dire qu'il y a le nombre de ta communauté, mais il y a l'engagement aussi. Faut mieux, par exemple, avoir une communauté. Alors, faut quand même être à 1000, 2000, tu vois, avoir une audience quand même qui commence à parler. Mais il faut mieux avoir 2000 très soudés que 10 000 pas du tout soudés. Donc, ça dépend aussi comment tu vas avoir travaillé ton audience. Est-ce que c'est des gens qui te suivent régulièrement? Est-ce qu'il y a de l'engagement sur tes posts ou sur vidéos? Ou est-ce que c'est juste des gens qui un jour t'ont suivi parce que voilà, des fois, ça t'arrive de cliquer sur suivre une chaîne, s'abonner ou même s'abonner à un compte. Et en fait, tu le regardes très peu, quoi. Il faut quand même parler en milliers. Surtout qu'en plus, pour aller dans ton sens, le plus important, ça sera toujours l'engagement. Mais comme on parle un peu donc, de l'influence et des réseaux sociaux, plus le temps va, plus les réseaux sociaux surtout Facebook, font ce qu'il faut pour qu'en fin de compte, même si tu as 10 000 personnes, ben, ils contrôlent un peu en fin de compte le reach, ce qui fait en fin de compte que si tu n'arrives pas à trouver un moyen de récupérer le mail ou de les envoyer sur notre plateforme, voilà. Tu as juste des chiffres, mais le but, c'est d'avoir des conversions et d'avoir du cash. C'est dur à dire, mais c'est la réalité, quoi. C'est du business. Oui, ce qui compte, c'est les ventes. J'ai envie de dire, c'est même pas le chiffre d'affaires. Genre, c'est les ventes et le chiffre d'affaires, mais c'est au-delà, c'est la marge, quoi. Voilà, c'est le profit. Et c'est un truc qu'on oublie un peu quand on voit les chiffres dans des vidéos qui parlent de dropshipping, de e-commerce ou autre. On vous montre des trucs à 200 000, 1 million, ainsi de suite, mais il faut voir la marge derrière, quoi. Tout à fait. Ça, faut pas l'oublier. Alors, pour répondre à ta question, ouais, pour moi, je pense qu'il faut déjà parler en milliers, c'est clair. Et surtout, il faut quand même avoir une communauté assez soudée. C'est le truc, il faut que des gens ils te suivent. Donc, tout ça, ça se crée. Faut le travailler. Il ne faut pas arriver du jour au lendemain avec, je sais pas, 4000 ou même 2000 fans ou 5000 abonnés, on va dire, et sortir du jour au lendemain, tiens, je lance ma marque de vêtements, voilà, acheter, quoi. Tu vois, il y a plusieurs youtubeurs qui se sont ramassés. Ils avaient une belle communauté, ils ont un peu forcé sur les prix et la communauté leur a dit mais attends, t'es sérieux avec le prix de ton oui, tu nous prends pour des pigeons, quoi. Tout à fait. Tu peux détailler parce que c'est vrai que moi j'ai suivi un peu de loin, j'ai même vu qu'il y avait une guéguerre entre deux youtubeurs, je crois, parce que je suis pas trop les médias, mais je l'ai vu sur Twitter, donc c'est le seul média que je suis. Ouais, pardon, vas-y. J'ai vu qu'il y avait une guerre entre, je crois, c'était Thibaut InShape et un autre. J'ai oublié comment il s'appelle lui. J'ai pas retenu les noms et j'ai suivi un peu plus près parce que c'était côté POD, genre côté POD, côté lancement de marque de vêtements.
Si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que bon, comme tous les youtubeurs, c'est un peu à la mode entre guillemets de lancer son merch. Ils ont forcé un peu sur les tarifs, quoi. Ou en Donc fait, c'est un peu ce qu'on disait avant, mais ils l'ont fait peut-être un peu trop, c'est ça? mais ils l'ont fait un peu trop et pour moi sans prévenir. C'est-à-dire que tu as une audience, tu vas lancer ton truc, tu vois, faut amener un peu les choses et les gens peuvent le comprendre. Ben voilà, je vous fais des vidéos YouTube, hein, vous regardez mon contenu, c'est complètement gratuit. Tu sais, c'est comme quand les gens ont trouvé les liens affiliés. Un jour, il y a eu des petits scandales sur certains YouTubeurs. Ah, mais en fait, quand on clique sur ton lien, on gagne de l'argent. Bah oui, je te fais découvrir un produit, je suis rémunéré, il n'y a rien de scandaleux, tu vois. Donc, le youtubeur, pareil, peut amener son truc en disant, moi, je vous fais des vidéos, je suis pas forcément payé par les marques pour le faire, ou je vous fais découvrir plein de trucs. Vous m'aimez bien, je vais lancer ma marque de vêtements. Et pour augmenter l'engagement, tu peux leur faire voter sur des visuels. Ta communauté peut peut-être te proposer des visuels, ils peuvent te conseiller sur ce que tu veux, ce que tu vas proposer. Vous préférez plutôt du débardeur, plutôt du t-shirt, mais tu vois, tu amènes le truc déjà. Tu sors pas comme ça de but en blanc. Tiens, j'ai lancé ma boutique, voici ma marque de vêtements. Là, c'est un peu ce côté-là aussi qui pour moi a choqué. Ouais, Euh, il avait pas, il était peut-être trop marchand et pas assez, pas assez, enfin, il a pas pensé à son audience, il a pensé qu'à lui, quoi. ouais, je pense. Il a Il a eu pas. l'opportunité, il s'est dit que bon, les gens me suivent bêtement, entre parenthèses, hein, et donc ben, je vais pouvoir vendre ce que je veux. Surtout que là, on parle de grands youtubeurs qui techniquement n'ont pas obligé de faire du commerce, c'est des vrais influenceurs, c'est pas des gens comme, ben, comme moi ou d'autres qui font un peu donc juste de branding. Mais eux sont des vrais youtubeurs qui vivent plutôt pas mal de leur chaîne YouTube, Ouais, comparé à ouais, ouais. d'autres qui, Alors, voilà. moi, je l'ai vu pour avoir bossé avec des agences des managers de talent, hein. Genre, on appelle ça les managers de talent, c'est des gestionnaires de youtubeurs. En fait, il y a une grosse équipe derrière, hein. C'est pas le gars tout seul dans son appartement comme on peut l'imaginer qui lance son truc. Tu vois, il y a du marketeur, il y a du développeur pour faire les sites web, pour tout automatiser. Tu vois, il y a des équipes, quoi. Donc, D'accord. ça se travaille. Tu peux l'amener, tu peux réfléchir à un vrai plan marketing, voilà. Mais même si tu as une petite, entre guillemets, petite audience, hein, même si tu as 5 10 000 personnes qui te suivent, ce qui est entre nous déjà pas mal, que c'est assez soudé, que tu as un bon retour, je pense déjà avant de se lancer, c'est vraiment de les faire participer à ton projet, quoi. Mm. Dire voilà, Bah, je voudrais créer ma marque de vêtements, vous en pensez quoi? Qu'est-ce qui vous intéresserait? Quels sont les visuels? Vous estimeriez quel tarif? Alors, c'est toujours dur de demander les tarifs à son audience, mais ils vont toujours te répondre 15 euros ou le moins cher possible. Mais amener la chose, quoi. donc ouais, plutôt donc faire des enquêtes, des types Ouais, d'enquêtes ou poser des questions. Est-ce que donc toi, exactement. on en parlait en off, je crois, et en plus j'en ai parlé il y a un an avec Sébastien Cerise, ce qui était bien à la mode et ce qui marchait bien, parce que souvent les gens se stressent par rapport aux graphistes et ils disent voilà, moi je suis pas graphiste, donc Oui. je vais pas pouvoir me lancer en PED. Et ce que j'ai eu donc par rapport à la dernière avec mon entretien et ce que j'avais eu avant avec d'autres personnes, c'est que ce qui marche le mieux, c'est pas automatiquement les graphistes. Il y en a qui sont très bien, bon, bah, eux, c'est facile pour eux, c'est leur métier. Mais c'est souvent donc les phrases, alors, être dans une communauté, avoir une phrase qui tape, entre parenthèses, quasiment une marque, hein, quasiment un slogan. Mhm. Et toi, tu me disais que non. En fait, quand maintenant ça a évolué, qu'il faut quand même, faut pas que se baser sur ça, sur un mot, sur des mots, sur Alors, ouais, parce qu'on parlait en fait du prix des graphistes en fait en off Ouais. et je disais est-ce que un graphiste, si tu veux, c'est des gens qui ont quand même un vrai savoir-faire. Donc, même si tu leur fais designer une phrase, si le gars fait bien son boulot, il va quand même y passer plusieurs heures. Il va chercher la typo qui va bien, il va chercher un ensemble. Mais en fait, c'est quelque chose que le client va pas voir. Forcément, tu peux juste prendre des petites mains qui font de l'exé, qui vont te prendre une police pas au pif, mais une police juste parce qu'elle est jolie et te dérouler des visuels, genre le très connu, je peux pas, j'ai. Là, je peux pas, j'ai muscu, je peux pas, j'ai plongé, je peux pas, j'ai vélo. Tu vois, tu pourrais faire un site entier de vente de t-shirts sur les juges, je peux pas, j'ai. Mm. C'est quoi? C'est du texte en cercle, une police et du texte. Et un symbole au milieu. Tu vois, il n'y a rien de. En soi, il n'y a rien de très complexe. Je te parlais pas de ça. Il faut que je comprenne ce que tu veux dire. C'est pour ça que je voulais te parler de ça. C'est qu'est-ce que toi, tu penses qu'en 2020 et 2021, on peut encore donc baser sur les textes ou il faut automatiquement se mettre dans le design? Vraiment créer une vraie marque pas qu'on dépose ou qu'on fait en enveloppe solo s'il le faut, hein, ou qu'on dépose Ouais, après, avec un nom de domaine qui est lié et qu'on market que cette marque-là ou un type de design. Voilà. ouais, pour moi, pardon, j'avais pas vu dans ce sens-là. Pour moi, on est sur la création d'une marque. Parce qu'aujourd'hui, ces visuels-là, il y en a partout sur Amazon, tu en as partout sur toutes les plateformes, et c'est vu et revu. Je dis pas que ça marche pas et qu'on peut pas en vendre. Attention. Je dis que pour avoir une vraie, on peut se lancer avec ça, mais à terme, il faudra passer sur des vraies créations.
tu vois, sur des nouvelles phrases, sur ne serait-ce que la plupart on parlait d'influenceurs, ils ont généralement un logo. Oui, tout à fait. Tu vas déjà commencer par créer du textile avec son logo. C'est simple, mais c'est la première porte, quoi. Parce que si à un moment donné, si on commence à te connaître et qu'on aime bien ta chaîne, bah, on va se dire, allez, je peux porter je peux dire que je suis affilié, genre affilié, que j'aime bien tel youtubeur, et tu vas porter son textile. Ça peut aussi être des phrases. Des fois, il y a des phrases sympas. Il y a un gars, il fait ça à Paris, c'est The Bee. C'est-à-dire que tu as écrit The Bee sur le t-shirt, ou tu as écrit Tarba, tu vois, avec une police sympa. Et lui, il est tout dans ce délire-là, quoi. C'est des phrases comme ça, genre te pue. Donc ça reste simple en soi, mais il y a quand même une créa graphique autour, tu vois, c'est travaillé. Donc Surtout quand tu es un vrai influenceur, surtout youtubeur, après le reste, j'ai un doute, mais quand tu es youtubeur ou même podcasteur, souvent tu as des phrases que tu répètes, tu fais pas attention, tu as des phrases que tu répètes qui sont des phrases catchy entre parenthèses, et à un moment même toi tu vas pas le savoir, on va te dire, mais on te catalogue avec ça, quoi. Voilà, on va te reconnaître par rapport à ça, donc tu dis, bah ok, je récupère ces phrases-là, c'est ma phrase, même si je sais pas si tu peux la déposer, c'est ma phrase, et au moins l'audience saura que c'est toi. Après on pourra peut-être te copier malheureusement, mais bon, au moins ton audience va être content en fin de compte d'appartenir à ce groupe-là parce qu'ils vont te l'acheter à toi. Voilà. Bah, c'est le coup de. Alors, j'ai perdu son nom de l'humoriste. Tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin. Il y a eu des t-shirts faits là-dessus, tu vois. Donc, est-ce que ça, c'est une technique long-termiste? Est-ce qu'on peut le faire sur le long terme? Si tu te renouvelles tout le temps, ouais. C'est-à-dire que si tu pars dans cette idée-là de prendre l'actualité du moment et d'en faire quelque chose, tu vois, j'ai vu, il y en a qui ont détourné un peu le nom de Balkany. Ils ont repris le logo Prison Break, c'est Balkany Break, tu vois. Oh là là. Et ils ont détourné. Alors, on est à la limite de la légalité déjà quand on fait ça, parce que on peut pas utiliser le nom. Alors, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais on peut pas trop utiliser le nom quand même d'une personnalité comme ça. Mais si tu es tout le temps en train de te renouveler sur l'actu, tu peux en détourner. Par exemple, il y a eu ça a été vu et revu aussi, ça a été sur la série, sur différentes séries, où tu vas reprendre des phrases, voilà, qui sont dites, par exemple, on en a grossi, hein, tu vois, pour parler de Kaamelott. D'accord. Ou c'est pas faux. Je crois que c'est ça qu'il dit, c'est pas faux. Ça a marché sur le moment, ça se revend encore, mais si tu es tout le temps à l'affût des dernières séries, le top des séries sur Netflix par exemple, top des séries sur Amazon Prime et sur d'autres plateformes ou sur les films vus, tu peux en permanence tout le temps te surfer sur cette actu, quoi. Par contre, il faut tout le temps te renouveler. Ouais, donc il faut avoir une vraie stratégie marketing. Oui. Et donc toujours et donc quand tu parles toujours, quoi, c'est tous les 3 mois, tous les mois, Ah non, ouais, c'est par toutes les an, semaines. toutes les semaines. Ah oui, donc là c'est Oui, vraiment un vrai business. nous Enfin on a toi, des. on est comme H&M, quoi. Il faut sortir des nouveautés assez souvent. Moi, j'ai un client, il déverse sur Amazon 20 000 visuels. Ah oui. Et il en remet toutes les semaines. Donc là tu parles de merch quand tu parles d'Amazon, de merch par Amazon. Non, je parle de vente sur Amazon, pardon. Classique, tu veux dire? Oui, pas en En e-commerce FBA, en classique? classique, ouais, exactement. Donc, D'accord, c'est-à-dire, ok. tu déposes tes produits. Là, on est sorti un peu des influenceurs, mais tu déposes tes produits sur Amazon. Quand tu as une vente, tu es informé de la commande et tu passes la commande en production, tu imprimes, tu expédies. Et pourquoi cette personne-là ne passerait pas par merch en faisant en fin de compte du print? Parce que c'est des gens qui ont leur machine à la base D'accord, ok. et qui impriment. Et en fait, ils passent par nous parce que quand tu as 2 bécanes ou même 3 machines, à un moment donné, tu as plus de production que ce que tu peux accepter, quoi. D'accord. Voilà, Bon, et bah, puis, tu as le côté impression en France qui te plaît aussi. ce qu'on voit, donc, c'est qu'on a beaucoup de possibilités. Donc, c'était Ouais. le but. Moi, par rapport à tout ce qu'on a dit là, influenceur, et vraiment pour créer un vrai business, est-ce que donc toi, tu conseillerais aussi donc, de faire de l'email marketing? Parce que c'est bien d'être influenceur, mais le but, c'est quand même de créer un vrai business. Et on en reste toujours à la vieille phrase qui dit que l'argent est dans la liste. Oui. Et donc, est-ce que toi, tu conseilles donc, ces gens-là donc, de vraiment créer une liste et donc de renvoyer. Est-ce que tu as des gens que tu connais qui font de l'email marketing avec du POD? Ouais. Au-delà de l'email marketing avec le POD, c'est des influenceurs qui ont bien compris, comme tu le dis, qu'il faut récupérer de la data sur ton audience. Donc, amener ton audience à donner un numéro de portable, à donner un email, au moins créer une vraie base de données. Et effectivement, comme tout e-commerce, une fois que tu as ta base de données, tu gardes le lien avec ton. Ne serait-ce que tu sors une vidéo. Bon, t'en as qui vont avoir activé la cloche, d'autres pas sur YouTube, qui vont être notifiés ou pas. Même des fois, tu es notifié, mais c'est perdu dans ton flux. J'ai des youtubeurs qui envoient un email quand ils sortent une nouvelle vidéo. D'accord. Donc, ça veut dire que dans cette stratégie-là, tu peux aussi envoyer un email quand tu sors un nouveau visuel, rappeler que ta gamme, elle est ici.
que tu viens de créer, je sais pas, tu viens de lancer des sacs par exemple, tu viens d'intégrer un nouveau t-shirt. Et ça te permet dans une stratégie plus globale de vraiment maintenir le lien avec ton audience, quoi. Et puis après, pour pas trop dépenser, parce qu'on n'est pas là pour parler de SEA, mais Ouais. la base même, on peut faire déjà, bien sûr, de l'email marketing, mais en tant qu'influenceur, on a beaucoup de trafic, donc ben, faire du retargeting ou du remarketing. Oui, ouais, Ça ouais, coûte ouais. déjà moins cher. Tu peux faire de l'audience personnalisée avec les numéros de portable, c'est top. C'est Mhm. vraiment le must. Parce que des fois, avec l'email, alors audience personnalisée, c'est qu'on va utiliser sa liste d'emails pour demander à ce que ces gens-là soient retargetés, c'est-à-dire ciblés sur Facebook ou Instagram ou d'autres plateformes ou YouTube par exemple, et qui voient votre pub, quoi. Ça, c'est super puissant et ça permet d'avoir un point de connexion double. C'est-à-dire que la personne reçoit un email et en plus, elle voit que ta vidéo vient de sortir en pub ou que tu viens de mettre tes produits, que tu viens de faire une pub, par exemple, sur un t-shirt, quoi. D'accord. Donc ça a un coût. Donc tout le monde peut pas. Voilà, c'est vraiment une stratégie e-commerce, quoi. Et c'est vrai que les influenceurs ont du mal avec la partie e-commerce, avec la partie publicité, tu vois. Bah, c'est pour ça, enfin, ils le sont, mais bon, que en tant qu'influenceurs. Ils n'ont pas développé Ouais. le reste. Donc après, c'est peut-être développer une équipe ou comme tu dis, quand ils sont très gros, en général, ils sont après un peu aidés. Oui. Toi, en fin de compte, quel est, par rapport à tous tes clients, les plateformes qui marchent le mieux en général? On vous met sur YouTube, sur Instagram, Le premier, c'est YouTube, toujours, clair ouais. et net. C'est YouTube. Et puis, il n'y a pas photo, hein. Vraiment, c'est vraiment au-dessus. Euh, et derrière, alors, j'en ai pas beaucoup, franchement, sur Instagram. On en a quelques-uns, mais des comptes un petit peu satiriques ou, tu vois, des comptes qui racontent des histoires, qui se positionnent sur des choses, par exemple, la défense des droits de la femme, tu vois, ce genre de choses. Et donc, un petit peu, mais c'est YouTube qui est vraiment en numéro un. Instagram en deux. Derrière, j'ai du Twitter, notamment sur les streamers. Alors, les streamers aussi, ils vont servir de Twitch ou toutes les plateformes de ce type-là pour faire la promo de leur boutique, quoi, tu vois, et D'accord. renvoyer vers un lien où ils vendent leurs produits. Et après, sur de l'e-commerce, c'est les gens sur Amazon. Et pour finir, positionner en SEO, quoi. Parce que c'est pas parce que tu es influenceur que tu peux pas faire un petit peu de SEO. Donc Mais SEO, ça veut dire Google, surtout, quoi. surtout qu'il suffit juste de faire retranscrire dans un pays qui est pas cher, comme moi je fais, et retranscrire tous tes textes, à moins que tu as des textes t'as des vidéos qui fassent 1 heure, donc c'est un peu compliqué. Mais si tu as des vidéos qui font 5-10 minutes, ça correspond à quasiment 1000 à 1500 mots, ça dépend comment tu parles. Hmm. Donc un article entre parenthèses que tu peux partager. Donc ça fait du SEO, comme tu dis. Ouais. Alors, c'est une technique qui est utilisée par ce qu'on appelle les référenceurs Black Hat. C'est des gens qui jouent un peu avec Google. C'est Mhm. de piquer du contenu sur YouTube, le faire retranscrire. Il y a même des outils en ligne qui automatiquement t'écrivent. Tu mets le lien de la vidéo YouTube et ça t'écrit le texte de la Bah, vidéo. là, c'est pas du Black Hat, c'est juste tu fais retranscrire. Parce que moi, j'ai un logiciel qui s'appelle Sonix, pour être précis. Et Ouais. je mets mon audio et ça me retranscrit la vidéo. Bah, après, le problème, c'est que souvent, bah, il comprend pas tout. Il fait 80% de bien traduit. Voilà. Je donne ça à quelqu'un Enfin, moi, je le faisais à un moment, mais ça me prenait trop de temps, j'en avais marre. Et donc, maintenant, j'ai une équipe qui le fait. Quand j'ai envie de le faire ou quand j'ai pas envie, bah, je fais juste moi-même, je mets un peu de mots, un peu de texte pour Mhm. avoir 400 mots. Voilà. Mais ça, si c'était vidéo à toi, c'est facile à faire. Genre, c'est facile, tu as le droit de le faire. Parce que comme tu as parlé du Black Hat, donc là, tu parles d'une personne qui reprend la Ouais, vidéo de quelqu'un d'autre. tu prends les vidéos de quelqu'un d'autre, alors tu as le droit de l'intégrer sur ton site, hein, c'est la licence YouTube, hein. Quand tu as mis une Mhm. vidéo sur YouTube, du moment qu'il y a le lecteur YouTube, tu peux implémenter le lecteur YouTube sur ton site. En fait, tu crées du contenu avec le contenu des autres, quoi. Donc avant que d'autres vous prennent vos vidéos, faites-le pour vous, quoi. Tout à fait. J'avais Donc, pas compris, mais voilà, je vois, parce que même moi, ça m'arrive de prendre des vidéos des autres parce que bah, c'était plus logique et j'avais pas envie de faire du contenu, donc je l'ai ouais, rajouté dans mon texte. ouais. Tout à fait. Donc, parfait. Est-ce que donc tu as d'autres informations à nous donner par rapport au POD avant que je pose les questions que je pose à tous mes invités? Bah, en gros, même si du moment que vous avez la communauté, c'est-à-dire que vous avez l'audience, même si elle va toujours se développer, cette audience, parce que quand vous êtes entre guillemets influenceur ou même blogueur, vous bossez pour que cette audience se développe. Se lancer en POD, c'est que j'ai envie de dire le business le plus, pas simple, c'est jamais simple, mais c'est le plus à portée de main parce que vous n'avez déjà le fournisseur à sourcer. Le plus dur, c'est de faire vos visuels, mais si déjà vous commencez par votre logo, ce que beaucoup d'influenceurs ou de youtubeurs ont, bah, voilà, vous l'implémentez sur des textiles,
faut pas vous louper sur le choix alors je suis mal placé pour dire ça, mais faut pas vous louper sur le choix de l'imprimeur, parce qu'en fait, c'est les délais d'impression et le délai de livraison qui va conditionner tout votre sérieux. Et là, aujourd'hui, où on a entendu, ce que je bosse avec des agences d'influenceurs qui, dès qu'on leur parle de dropshipping, font des bons de 3 mètres, parce que certains influenceurs, là, il y a eu le cas avec les AirPods, là encore, tu vois, des influenceurs font la promo d'autres produits, mais ils n'ont aucune maîtrise sur le produit et sur le e-commerçant. Là, c'est votre propre marque d'influenceur, c'est vous qui maîtrisez. Et si vous prenez un imprimeur sérieux, vous savez que votre client, en 4-5 jours ouvrés, il reçoit son produit. Et même si c'est 6-7 jours, ça reste correct comme délai de livraison, quoi. Tant qu'on a averti, c'est pas un problème. Tant qu'on avertit, on est d'accord, c'est pas un problème. Mais je veux dire, quand on est sur des produits, quand on fait la promo d'un e-commerçant qui livre des gens en plus de 3 semaines, 1 mois et qui forcément, il n'informe pas toujours ses clients, et même si tu informes 3 semaines, 1 mois, ça fait quand même long pour du e-commerce. Tu vois, c'est un peu plus gênant pour l'influenceur. Là, c'est vraiment votre marque. Les délais sont quand même assez courts. Et puis, c'est vraiment à portée de main. Je veux dire, créer un site web, ça se fait assez bien. Nous, on a un outil pour le faire assez simple avec un petit système de boutique où en mettant votre logo, 2-3 couleurs, vous pouvez créer vos produits et vous vendez directement. Ça peut être un bon moyen pour vous lancer. Mais c'est pour moi, quand tu es influenceur, c'est le truc le plus logique. C'est déjà faire ton merch, quoi, comme n'importe quel artiste. Hein. Je discutais avec une marque, là, il y avait le salon du C-Print. C'est le salon des pros des arts graphiques la semaine dernière. On parlait de Rage Against the Machine, c'est le groupe allemand de rock. Ils font leur marque de vêtements, c'est du POD. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, ils gèrent même pas de stock, ils ont même pas commandé 50 ou 100 t-shirts d'avance et avec un site e-commerce et tout. C'est le site e-commerce, il est plugué chez l'imprimeur, c'est l'imprimeur qui imprime et qui expédie. D'accord. Et tu fais confiance à un groupe comme ça, toi, ils n'ont pas de problème, il n'y a pas de scandale en disant oh là là, ils font du dropshipping ou je sais pas quoi, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus naturel, on peut comprendre que toi, tu n'imprimes pas. Ouais, chacun son métier, quoi. Chacun son métier, bah oui, moi j'ai créé une marque de vêtements, je suis imprimé chez un imprimeur, il n'y a pas de souci, quoi. Donc pour moi, c'est vraiment le truc le plus logique, et des chiffres, d'après ce que même des chaînes hein, YouTube de 50, 60 000 abonnés, ça fait des revenus sympas. Quand tu dis sympa, c'est-à-dire, j'aime bien les chiffres, moi. J'aime bien les chiffres. Ça peut faire des volumes à, je sais pas, en chiffre d'affaires, tu vois, ça fait, allez, tu peux te faire la dizaine de commandes dans la journée. Tu vas pas tenir tous les jours comme ça, mais tu vas en faire une vingtaine, tu vois, ça tourne autour des 200 commandes dans le mois, par exemple. 200 commandes pour un t-shirt à 25 €. Un peu moins, c'est vendu entre 19 et 24 en moyenne les t-shirts. Donc du 4 000 €. Ouais. 4 000 € et en profit, ça fait quelque chose comme 1 500, c'est ça? Ouais, entre 1 500 et 2 000, un poil plus. Mais oui, c'est ça. C'est pas mal. Si c'est juste un canal de rémunération, c'est pas mal. Beaucoup ont que ce canal-là, mais oui. Ah oui, pour ceux qui ont que ça, c'est compliqué. Voilà. Mais ceux qui en ont 2-3, oui, c'est intéressant. Alors après, d'autres canaux, s'il fait des vidéos YouTube et qu'il peut faire de la publicité ou même qu'il fait du placement de produits ou qu'il est inscrit sur des plateformes d'influenceurs, il va avoir des compléments. Voilà. Je veux dire, on pourrait prendre ces visuels-là, les vendre sur Amazon. On pourrait créer son propre site et faire un peu de SEO dessus. Tu vois. D'accord. En fait, tu m'as relancé à 2 questions, désolé. Pardon, vas-y. Donc, une question, parce que c'est vrai que je l'avais pas posée la dernière fois. Des fois, il y a des et ça peut poser des problèmes. Il y a des sociétés d'impression comme les tiennes qui n'ont pas tous les produits. Et donc, on n'a jamais tous les produits. Voilà, je me rappelle une société qui était spécialisée en chaussures, qui faisait donc du prix de demande de chaussures et d'autres éléments. Et donc, est-ce que tu vois des gens qui font des fois, qui prennent 2 fournisseurs différents? Bon, ce qui cause des problèmes de livraison, parce que c'est deux boîtes différentes de livraison qui ne sont pas au même moment, mais bon. Ouais. Alors nous on fait pas tout ce qui est. Alors pour le moment on fait pas tout ce qui est produit un peu originaux. J'ai envie de dire, tu vois, ça va être de la sneakers, de la chaussure, ça va être de la boots gravée ou des choses comme ça. Parce qu'on n'est pas équipé en bécane, et 2 parce que j'ai pas trouvé d'imprimeur français qui tient vraiment la route et qui tient les délais là-dessus. D'accord. Dans ces trucs-là, les techniques d'impression font que de toute façon c'est galère à imprimer, c'est galère à marquer. Donc tu as beaucoup de déchets, tu dois refaire plusieurs fois. C'est vraiment très minutieux, très précis. Je vois des gens qui ont plusieurs fournisseurs, notamment sur des gens qui vont faire du drop et du print on demande. Donc, ils ont un fournisseur qui n'est pas forcément AliExpress, qui est un fournisseur. Par exemple, je sais pas, une boutique spécialisée. Alors là, je parle plutôt d'un e-commerçant, mais ça pourrait être un influenceur
tu vois, par exemple, qui fait de la moto, tu vois. Il pourrait autant vendre des t-shirts j'aime la moto, mon papa c'est le meilleur des motards, tu vois, ce genre de truc, avec son logo aussi, ou d'autres visuels qu'il peut imaginer. Et à côté de ça, il pourrait vendre des bagues en forme de moto, tu vois. Il pourrait vendre des tasses, des verres à whisky avec une moto dessus. D'accord. Donc, ouais, Donc, je reviens toujours au même problème, c'est juste que le côté livraison. On est on est rien. d'accord, tu doubles Mais les bon, frais de port. même Ouais. après, il est vrai que sur Amazon, des fois, on reçoit des boîtes différentes, on pleure pas. L'important, c'est d'être servi, on va dire. Oui, et puis tu tiens informé ton client, tu t'expliques pourquoi. Ben, on a plusieurs points de stockage, effectivement, vous payez les 2 frais de port parce que ce produit est. Voilà. Alors, sur le t-shirt, hein, c'est 80% des ventes, comme on disait tout à l'heure, c'est du t-shirt. Voilà. Et alors du hoodies, mais un petit peu moins, mais je veux dire, c'est vraiment marginal d'avoir un tote bag, d'avoir un débardeur, d'avoir genre de produit, tu vois, c'est un peu plus marginal, c'est vraiment du t-shirt. Et généralement, c'est une commande de 1 ou 2 t-shirts ou un t-shirt et un sweat. Ouais, donc là, il faut juste le Voilà. voir une stratégie de upsell, quoi. On a vendu une Ouais. gamme de produits, les personnes aiment bien, donc elles vont acheter l'autre en plus. Ouais, c'est ça, c'est bah tiens, t'aimes bien tel visuel, il est aussi présent sur le hoodie, si tu voudrais pas le 2, je te fais 20% de remise. Ou je te fais Mm. frais de port, ou je sais pas quoi, tu vois. Après, faut calculer selon tes prix de vente. Mais voilà, on est plus là-dedans, c'est essayer de revendre quelque chose euh, en plus. Mais oui, j'ai des clients qui ont plusieurs fournisseurs. D'accord. Donc là, ça va être une question plus technique et plus personnelle, égoïste, on va dire. Parce que comme tu dois savoir, le podcast, c'est quelque chose qui se développe, mais c'est très compliqué à trouver le modèle économique, on va dire. En général, c'est plutôt comme moi je fais un séminaire qui est lié à mon podcast, du sponsoring et de l'affiliation. Mhm. Bon, et après, on peut tout faire, hein. Comme un blog ou comme une chaîne YouTube, on peut tout monétiser avec le podcast, c'est juste un peu différent. Est-ce que donc toi, tu as vu des gens qui monétisaient avec le print on demand? Sur des podcasts, Ouais, j'en ai pas vu, non. ouais, c'est ce que je Non. me disais. Et j'ai pas de clients qui font du podcast, hein, je te dis, c'est du youtubeur. D'accord, donc ouais, la grande partie, c'est les youtubeurs. Ouais, c'est grande partie, c'est genre pas dans nos clients, la grande partie c'est des e-commerçants et des youtubeurs. Et si on parle vraiment des influenceurs, c'est les youtubeurs qui sont au premier. Ce que j'ai par exemple, non, c'est des conférenciers qui veulent imprimer 5 ou 6 t-shirts pour le staff, tu vois. Oui, mais bon, Donc là, c'est ouais. pas tout à fait du podcast, mais ça reste quand même des gens qui ont une conférence, qui organisent un séminaire. Alors, ils l'appellent pas forcément séminaire, tu vois, mais qui vont organiser une journée de conférence. Et là, ils veulent avoir un t-shirt pour au moins qu'on repère que c'est l'équipe organisatrice ou lui, le mec qui est sur scène, il a son propre t-shirt avec sa marque, quoi. Mais des gens qui font un podcast comme toi et qui ont créé une marque de vêtements, j'en ai vu, mais je ne les ai pas en client. Non, non, je cherche parce que même aux États-Unis, j'en écoute beaucoup, donc je sais que certains doivent en faire, mais c'est pas le gros, en fin de compte, de leur rémunération. Voilà. Je voulais vraiment trouver Mm. quelqu'un qui rémunère et qui fait 10-15 000 euros avec, parce que il a une grosse communauté et qui fait que par rapport au prix de demande. Il doit y en avoir parce que des fois, sur certains, je vais sur leur site, ils vendent des t-shirts. Après, je sais pas, j'ai pas été vérifié si c'est du print ou pas, mais je pense que c'est du Ouais. print, hein. Quand on est en ligne, en Oui, général, on fait du souvent, print. souvent. Mais bon, il faut savoir si c'est une grosse partie de leur rémunération. Savoir si on peut vraiment. Parce que je pense qu'il y a des niches qui sont très spécifiques, comme tu parles du vélo, où Mhm. ce serait possible parce que quand on a un podcast, on a un blog qui va avec, logiquement, si on fait bien les choses. Oui. Et donc, quand on va sur le blog, on met juste boutique, puis voilà, c'est parti, hein. Il n'y a pas Ouais, ouais, grand-chose à c'est faire, hein. ça. Non, voilà. Alors, on parlait de chiffres, hein, genre, t'aimes bien donner des chiffres, j'aime bien en donner aussi, mais voilà, ça se fait pas comme ça, hein. Faut une audience engagée. C'est pas juste, je crée ma boutique, je mets mon lien sur ma chaîne YouTube, j'attends, quoi. Tout à fait. Il y a vraiment du travail, hein. Donc, on parlait tout à l'heure d'une rémunération 1500, 2000. C'est des gens qui ont des audiences vraiment engagées. C'est des gens, ils ont pas commencé ils sont pas influenceurs depuis hier, tu vois. Ils ont vraiment du contenu super intéressant et informatif sur leur chaîne. Ils se cassent vraiment le tronc, tu vois, pour faire des belles vidéos, des vraies vidéos. Donc, vous pouvez gagner votre vie avec le POD, il n'y a aucun problème, il y en a plein qui le font. Ça se fait pas comme ça, quoi. C'est du boulot. En général, c'est une question de volume. Et après, pendant que tu parlais de ça, j'ai même vu une vidéo d'un grand youtubeur américain qui est skater et qui, lui, a créé sa marque par rapport à ça. Et ensuite, il est sorti Ouais, du POD, il a créé sa marque tout court, il crée même des skates. Enfin, bon, ils ont vraiment un ouais. très gros business. Mais après, en fin de compte, c'est comme partout. Après, tu vas peut-être me confirmer, comme tu connais mieux les chiffres par rapport à la conversion, c'est quand on fait n'importe quel contenu ou même une campagne payante, hein, il y a 100 personnes qui viennent, voilà, il y a 20-30% qui sont intéressés, il y en a 5 qui achètent. Donc, c'est pareil. En POD, c'est pareil. Donc, il faut avoir un nombre de Ouais. volume assez important Et pour encore pouvoir. 5% de conversion, t'es Oui, dans c'est les énorme. chiffres hauts, tu vois. T'es dans le haut du panier. Ouais, Oui. sur 100 visiteurs sur votre site, vous en avez 2 qui achètent Ouais, ou donc il faut avoir 3. du volume, quoi.
Ah oui, c'est une question Alors après, c'est pareil, hein, il y a trafic et trafic, hein, entre le trafic Facebook quand tu fais de la pub, le trafic SEO où il y a une vraie intention de recherche, ou le trafic de SEA sur AdWords où il y a aussi une intention de recherche, et du trafic où c'est vraiment des gens qui te connaissent et ton audience, tu vois. Je pense que les volumes, le pourcentage de conversion. Alors moi, j'ai pas les stats de mes clients sur leur conversion, je le vois sur les boutiques. Quand c'est une audience très très ciblée qui te connaît bien, ça peut convertir sur des 10%, quoi. Moi, je pense qu'un influenceur convertit très très bien, même plus que ça, parce que en général, c'est que ça reste une marque. Donc oui, Ouais. c'est ce qui est logique. Et en plus, comme c'est visuel la plateforme, si la personne porte le t-shirt et que ça lui va bien, voilà, on va vouloir s'identifier. Donc je pense que c'est vraiment la plateforme pour, on va dire. Bah, c'est ça. Alors, je donne un chiffre juste pour vous donner un chiffre, quoi. Voilà, on a des youtubeurs qui frôlent le million d'abonnés. Quand tu fais une vidéo de promo sur ta gamme, on peut parler d'un millier de commandes. Ah oui. Donc un millier de commandes. Attention, j'ai dit un million d'abonnés. Tu parles de t-shirt là. Hoodies, t-shirts, débardeurs, ouais. Donc on est dans les 20 à 30 000 euros de chiffre d'affaires au mois, quoi. Enfin, à la sortie de la vidéo. Ouais, à la sortie de la vidéo, la collection a continué, hein. Mais bon, Donc, c'est logique. Après, là, moi, j'aime bien faire voilà, les chiffres parce que j'aime bien que les gens s'imaginent. Mais bon, après, on parle de volume. Donc, arriver à 1 million, c'est énorme en tant on est d'accord. qu'influenceur. Voilà. C'est pour ça que je précise bien les chiffres. Attention, je donne des ordres de grandeur, mais c'est pas. Faut y arriver au million, quoi. Et puis après, là, on était parti pour parler des influenceurs parce qu'après, on peut le faire, mais il faut être fort en SEA. Et donc là, il faut avoir le moyen donc, de sortir l'argent et de faire ce qu'on appelle de l'arbitrage. Si on vend un t-shirt à 5, il faut avoir un coût d'acquisition et de transformation à 2-3 euros, ou même si c'est compliqué, 5 euros, pour faire sa marge. Sinon, il n'y a pas de sens. Ouais, alors moi j'ai un client qui accepte de ne pas gagner d'argent sur la première commande, sur tout ce qui est pub, puisque les coûts de pub ont tellement augmenté, notamment sur Facebook, Instagram. La Mhm. première commande, en fait, il ne gagne pas d'argent. Et il fait D'accord. revenir le client par une stratégie d'emailing pour l'informer régulièrement, lui raconter son histoire, voilà, tout ça. C'est vraiment un branding qui est autour d'une histoire. Et donc, c'est sur la deuxième vente qu'il gagne de l'argent. Il faudrait conseiller à ce client-là d'aller sur Pinterest où le trafic est moins cher pour l'instant parce que c'est une plateforme qui est moins connue que Facebook et autres. Et sur Quora, ici il est sur le marché américain, sur Quora, le trafic, comme toutes les plateformes qui Ouais. commencent le trafic, le trafic ne coûte rien pour l'instant. Après, c'est peut-être moins ciblé que Facebook, ça c'est sûr, et Google, mais le trafic est au centime, on va dire, parce qu'il Ouais. débute. Après Lui, avoir. c'est du marché français, mais oui, c'est vrai que Pinterest, alors il y est sur du gratuit. Je pense pas qu'il fasse de payant dessus. Effectivement, il y est sur des tableaux et des Upin, quoi, mais voilà, alors sur effectivement le trafic, le coût du trafic sur Facebook, Insta, il est devenu Maintenant, c'est pour les grandes marques, hein. élevé. Comme toujours, on a ouvert les marchés, les petits, et puis maintenant, ils s'occupent des gros. Nous, Ouais, on est hors sujet. c'est ça. Bon, Elliot, grand merci. Je vais te poser 5 questions donc, pour finir donc, l'épisode. Alors, tu m'as Donc, demandé d'être spontané, donc j'ai volontairement pas écouté les 5 questions. Je me suis arrêté avant pour être vraiment oh, spontané quand je vais y répondre. t'aurais pu, c'est pas grave. En général, les gens arrivent quand même à s'en sortir. Donc, quel est le business dont tu rêves à part celui que tu fais actuellement? À savoir que tu en as plusieurs. Ouais, donc j'en ai plusieurs. J'aimerais bien louer des surfs sur une plage, Ah oui? avoir une petite casemate et faire une école de surf. Alors, D'accord. je sais pas surfer hein, du tout, mais Ah, d'accord. C'est ça- juste pour ouais, j'ai le côté fun de dire tu peux bosser sur le web, à côté tu loues des surfs. D'accord. Bon, ça, c'est pas un rêve qui est trop compliqué. Non, je pourrais le faire, hein. C'est pas compliqué, mais Oui, faut comme j'ai dit, s'expatrier, faut y aller, quoi. c'est juste un rêve, comme j'ai dit, donc c'est pas gênant. Ouais, c'est ça. Quelle est ta meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur? Eh bien, c'est l'organisation du SEO by Night. Ouais. Ça fait Parce combien de que temps que tu l'organises? on va être à la 5e édition là. D'accord. Donc ça va faire 3 ans. Parce que j'ai rencontré des gens vraiment formidables, j'ai pu accéder à des professionnels vraiment calés, qui m'ont super bien accueilli même la première fois quand je l'ai organisé. Et puis chaque année, on a à peu près entre 160 et 180 participants. Et c'est des gens qui arrivent avec la patate, avec la bonne humeur, et on passe une super journée, et je rencontre plein de gens en fait. C'est 160, 180 payants, c'est ça? Ouais. D'accord. Alors la journée, pas très chère, hein, c'est 150 euros la journée. Toujours pas très cher, c'est toujours une question de point de vue, mais je veux dire, vous avez vraiment une journée, ça s'assimile plus à des formations qu'à des conférences. D'accord. Euh, Vous avez vraiment 6-8 conférences dans la journée qui sont très très quali par des experts, donc on en prend plein le nez toute la journée, quoi. Et donc ça, c'est au mois de novembre, ça, je crois? Novembre à Orléans, et généralement on fait ça en juin à Bordeaux.
Joueur border. Tu vois, je l'ai vu dans une autre vidéo que tu m'as parlé, je ne connaissais pas, parce que souvent, comme beaucoup, ceux qui sont anglo-saxons, enfin, qui parlent anglais, vont se former aux US, Neil Patel et autres, et C'est qu'en le France, meilleur à faire. oui, mais en France, on a quasiment les meilleurs SEO, mais on n'en parle pas. Parce que Ouais, souvent, c'est un peu des réseaux cachés, entre parenthèses, et qu'on a des grands experts SEO. Bon, il y en a un bon, parce que en plus, j'ai contacté il y a quelques semaines, s'il écoute, qui a écrit un groupe avec 600 pages, mais bon, voilà, faut vouloir le lire, pour être précis. Mais il y a plein de conférences, mais bah, les gens ne le font pas ou on n'a pas l'information parce que vous êtes vraiment un petit monde fermé oui, de SEO et un peu de black hatter, de grey hatter. Enfin, voilà quoi. je suis tout Donc, à fait d'accord. Ouais, faut, arri- Vas-y, pardon, je t'ai coupé. faut arriver à rentrer dedans. Sinon, bizarrement, comme j'en parlais avec un invité, des fois, il faut aller à Chiang Mai ou il faut aller à l'étranger pour rencontrer ces Français-là. Et pourtant, en France, on pourrait les rencontrer. Ouais, il y a une très très grosse communauté sur tout ce qui est notamment au Vietnam, où il y a beaucoup Mhm. d'expatriés de SEO qui font l'aller-retour ou qui vivent là-haut toute l'année. Donc ouais, quand tu vas dans ces villes-là, tu rencontres pas mal de monde et on est une petite communauté un peu cachée. C'est vrai qu'on fait pas trop on se fait pas trop parler de nous. Tu vois, par exemple, les dropshippers, plus les vendeurs de formation en dropshipping sont beaucoup plus connus que les SEO. Ouais, mais ça va pas durer. Super calé, super aidé. Ça va pas durer. Oui, oui, je suis d'accord, mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'on a un défaut en com, quoi. Alors on maîtrise peut-être le levier d'acquisition le plus rentable Ouais, je pense pour plutôt parce n'importe que, quel comme on dit, e-commerce. pour Euro vivons cachés, je pense que les SEO vivent sont pas mal, ils veulent pas trop partager. Enfin, ils veulent partager, mais entre eux, ils veulent pas, parce que si tout le monde ferait du SEO, ce serait C'est compliqué. ça. Ouais, c'est Donc, ça. je pense que, bon, je comprends. Mais bon, je vais essayer de rentrer, me remettre un peu dedans. Donc, On est SEO, on est sur Twitter, hein, pour info. bon, C'est vraiment la plateforme où tous les SEO sont. ouais, tout à fait. Donc, ben, moi, enfin, ceux qui sont intéressés, parce que je cherche toujours à interviewer, j'aurais su, je t'aurais interviewé sur le SEO, parce que t'es un expert aussi, mais bon, on fera un autre épisode par rapport à ça. Ouais, on pourra. Avec Donc, plaisir. quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Le meilleur levier, ça serait. Alors, je peux donner un double levier. Oui. Un, ça serait YouTube. C'est Ouais. une mine d'or. Formez-vous avec YouTube. Et de deux, ça serait de passer sur un expert calé sur le sujet et de passer sur du coaching ou de la formation privée derrière. Parce qu'il y a plein de choses qui se disent en off et pas sur YouTube. Et le meilleur moyen de devenir entrepreneur, c'est tout le temps de se former, quoi. Ouais. Vous vous lancez sur un sujet, il faut toujours être en veille, toujours se former. On parlait des phrases tout à l'heure dans le POD, c'est pas j'achète 20 visuels, je mets sur ma boutique, j'attends, quoi. C'est tous les jours, je suis à l'écoute de qu'est-ce que pourrait vouloir mon client en termes de design, qu'est-ce qu'il voudrait porter sur lui, qu'est-ce qui lui plaît. Et je confirme par rapport à ce que tu dis, parce que bon, ça, ça va faire un lien avec le podcast que je publie aujourd'hui, même si bon, on sera en retard, on sera en décalé, Ouais. où je vends mon séminaire, ce qui est logique, hein, et Ouais. pour indiquer qu'il y a des choses que moi j'apprends quand je vais dans les salons que j'ai pas sur les tutos. C'est intéressant, les tutos, les podcasts, c'est bien, mais des fois, quand on est en face à face avec un expert, des fois, l'expert, il a un verre dans le nez, donc il dit tout. Et des fois, on est dans des conférences, les gens sont là pour donner de la valeur et on est entre des personnes qui ont payé et qui sont motivées à venir. Donc là, on se lâche, on donne des infos. Le soir, on sort. Donc voilà, Et en plus, on fait du réseau. Donc, c'est vraiment là Ouais. qu'il faut aller. Ouais, On tout à le fait. répète, mais souvent, les gens hésitent. Ils disent, ah non, je préfère regarder des vidéos YouTube, je vais tout apprendre ou le podcast. Voilà, il faut des fois sortir un peu d'argent, aller rencontrer des humains et Ouais. c'est entre échanges de cerveau qu'on évolue. Et puis, il y a des choses qu'on se dit voilà en off, c'est-à-dire qu'une fois que tu es connu, si je prends l'exemple du SEO, bah, j'ai accès à des groupes Skype ou Discord. Je vois circuler des trucs. Si je suis pas dans le groupe, impossible de le savoir, quoi. Ben oui. Et à un moment donné, on te met dans le groupe parce qu'on te fait confiance, parce qu'on a vu que toi aussi t'apporter à la communauté, parce que toi, il y a un ensemble. C'est pas uniquement je prends, c'est aussi je donne à cette communauté ou je donne à ce groupe. Et voilà, sur YouTube, tu vas trouver 80%, je pense, de la base pour te former et avancer. Et les 20% ou les 10% restants, ça dépend dans quel domaine, c'est vraiment ce qui va te faire passer la seconde, quoi. Mm. C'est-à-dire que comme c'est accessible sur YouTube, tout le monde, ton concurrent, il a aussi cette info-là. Et surtout, Donc, si c'est accessible, surtout que c'est entre parenthèses daté. alors, on trouve des pépites des fois, ça devient de plus en plus rare, mais oui, c'est déjà daté et tout le monde en a faute depuis un an ou deux, quoi. Mais par contre, quand tu débutes, genre par exemple, demain, tu ne connais rien en SEO, tu veux apprendre, tu veux comprendre, bah, déjà sur YouTube, tu as 70-80% du job. Mm. Et après, les petites astuces et les trucs à savoir, bah, ça se dit en off ou dans les trucs payants, quoi. Donc, il faut savoir bah, débourser des fois quelques centaines d'euros Ouais, il faut le voir pour apprendre. comme un investissement. Ouais, par contre, il faut bien choisir les personnes avec qui on se forme. C'est toujours le même problème. Mm. À qui faire confiance.
Et c'est pour ça que c'est bien de faire regarder les vidéos pour avoir l'impression de les connaître ou d'écouter les podcasts pour savoir si on pourra matcher. Mais bon, ça c'est une parenthèse, on n'était pas parti pour parler de ça. Je Quel est le dévie livre, beaucoup. quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Euh, alors moi, je suis très axé SEO, donc je vais te parler d'un bouquin des SEO. Euh, Ça serait plutôt moi, Chen Tzu, l'art de la guerre. Sun Tzu, l'art de la guerre? Ouais. Alors, il y a une adaptation qui est faite pour le business. Elle est un peu plus buvable que l'adaptation de base, mais c'est vraiment tout un ensemble de récits sur une logique, un état d'esprit à avoir pour te lancer sur un marché et faire face à la concurrence, quoi. Mm. Voilà. Donc Ouais, c'est assez métaphorique, hein. Ça va quand même assez loin. C'est de la psychologie et de la. c'est plus de la guerre. Mais il est petit, il est facile à lire, donc c'est pas gênant. Ouais. Par contre, il y a, alors je sais plus le nom de l'auteur, faudrait chercher sur Google, mais il y a comment dire, il y a une version qui a été adaptée au business où ça reprend un peu le texte initial et à côté on dit dans le business comment tu peux l'utiliser. D'accord, ok. Mais ouais, c'est basé sur la guerre, mais je trouve que c'est un bon mindset pour te faire une place dans la concurrence, bien t'entendre avec tes concurrents, arriver à ce que tout se passe, parce que mine de rien, dans le business, bah, c'est un peu une guerre, quoi, entre guillemets, hein, mais c'est un peu, Ouais, il y a voilà. plein de préceptes comme savoir si tu es sur des gros marchés, savoir s'il faut rentrer dedans. Et dedans, il dit quand tu as plus gros que toi, ben, il faut savoir reculer ou pas rentrer dans le marché, tout simplement. C'est ça, ouais. Comme la personne qui veut demain rentrer dans le marché de l'assurance ou des mutuelles, bon, bah, bonne chance. Ouais. Ou alors si, il te faut plusieurs millions d'euros à côté de toi, mais Voilà, tout à fait. il y a même, voilà, il y a plein de marchés comme ça où, c'est pour ça que je vois, on dévie encore un petit peu, mais je vois pas mal de startups se lancer sur des concepts avec 15 ou 20 000 balles ou même 100 000 euros en poche. C'est insuffisant si tu veux. Le projet dans l'état où il est, il faudrait quelques millions à côté pour arriver à le mener à bien. Mm. Donc il y a des fois, faut savoir soit avoir les moyens de ses ambitions, soit se dire bah, je peux pas y aller parce que trop gros pour moi. Ou avoir un coup de chance, voilà. Mais bon. Ou provoquer la chance, ouais, ou se dire ouais, comment est-ce que je peux mettre les choses dans l'ordre, quoi. Si on sait que le projet va mettre 5 ans ou 4 ans à se lancer, bah, comment je tiens pendant 3-4 ans en développement. Mm. Dernière question. Quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? Ah, j'aimerais être développeur web. On me l'a Puis dit, mais combien de fois depuis les 3 derniers épisodes, c'est de la folie. c'est mes associés qui le sont et quand je vois ce qu'ils arrivent à faire, pour moi, le dev web, c'est le mécano d'hier. Tu sais, dans les années allez, 70-80, dès que tu avais un problème sur ta voiture, tu étais obligé d'aller voir le mécano. Maintenant, si tu veux faire du e-commerce, alors même avec tu as des solutions hein, qui permettent de faire des choses assez basiques, mais même en SEO, quand je vois la récupération de données avec les données qui sont sur les data.gouv, ce que tu peux faire comme génération de contenu, récupérer comme données, les flux que tu peux, les différentes API, il y a tellement de possibilités quand tu maîtrises la techno web. Mais encore une fois, tu vois, ça s'apprend. Si demain j'ai vraiment envie de devenir dev web, bah, tous les soirs je m'y mets 2 heures ou 3 heures. Et en un an, j'ai peut-être acquis une compétence de dev PHP ou autre. Ouais, Mais je suis dans le web marketing, j'ai déjà assez de choses à apprendre tout à fait. et à me tenir au jus, tu vois, ça me suffit. Mais ouais, ça serait kiffant Ok. Bon, je comme pense que métier. je vais sponsoriser ce podcast par une formation de développeur parce que là, on me l'a sorti très souvent. Donc, je Il vais y, a, il y voir. a, il y a des bonnes formations, hein. Il y a la Wild Code School qui est un peu partout en France qui fait pas de la réinsertion, mais qui fait on va dire, de la deuxième carrière. Et qui forme des gens à devenir développeurs web. Alors en 6 mois, c'est un petit peu léger pour être vraiment compétent, mais ça fait une super bonne base pour après s'entraîner et s'initier, quoi. Ouais, c'est toujours une bonne compétence à avoir sur le CV. C'est jamais. Ouais, ouais, ouais. Puis je veux dire, c'est aussi un métier, c'est comme le SEO, comme le web, comme tout, comme toi, tes activités, c'est toujours en train d'apprendre le nouveau langage, la nouvelle chose qui vient de sortir, la nouvelle API, la nouvelle fonctionnalité pour toujours améliorer et toujours être ce qui se fait de mieux, quoi. Tout à fait. Elliot, grand merci. Ben, merci à toi. Donc, on Écoute. se dit à bientôt parce que tu vas nous parler des SEO. J'ai l'impression que j'aurais plutôt dû t'inviter en SEO. Je ne savais pas que tu étais un expert. Ben, on peut se refaire un truc SEO, c'est avec grand plaisir. Ouais, il n'y a On y en a pas fera de juste souci. avant pour faire la promo, donc soit au mois de juin, soit au mois de novembre pour ceux qui veulent venir, même si je pense que ceux qui viennent, c'est plutôt des experts, enfin des habitués. Bon, on sait Oui, jamais. ouais, c'est On fait plutôt ça. faut déjà pas un bon niveau, mais il faut déjà s'y connaître un petit peu en web pour pouvoir assimiler tout, sinon tu te sois un peu noyé, quoi.
Bon, dans tous les cas, moi, ce sera plus simple, je viendrai moi, et puis les autres, on verra. Avec Donc, plaisir. et l'autre, grand merci. Merci à toi, Thierry. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Ok, je te dis à bientôt. À bientôt. Salut. Ciao. Donc, tu sais tout sur l'impression à la demande, donc en tant qu'influenceur, comment donc tu peux réussir à monétiser donc ton audience et proposer donc des beaux t-shirts et des mugs, des hoodies à tous ceux qui t'écoutent, tous ceux qui te suivent, sans bien sûr abuser. Donc si tu veux essayer, donc n'hésite pas à aller donc sur thierry-du6henry.fr/print, P-R-I-N-T, donc thierry-du6henry.fr/print. Donc je te rappelle encore, donc pour le séminaire, donc tu peux aller donc sur thierry-du6henry.fr/séminaire-du6 lifestyles-du6 2020, enfin 2020. Pourquoi je parle anglais moi? Donc voilà, donc tu sais tout. N'hésite pas donc encore à commenter, à partager. Donc je te le répète, donc il y a toujours donc 2 épisodes par semaine, donc le mercredi et le dimanche maintenant depuis un mois et demi. Donc voilà, si tu as donc des personnes à nous proposer, n'hésite pas. Tu veux nous faire des commentaires, me proposer donc d'autres invités, voilà, tu m'envoies un mail et puis donc je te répondrai ou j'irai donc chercher l'invité que tu veux. Je te dis au prochain épisode, ciao ciao.